7h36 sur la première, c'était il y a 7 jours, 8 jours même, l'Europe entière qui ne tarissait pas d'éloges à l'endroit de la Suisse et de son incroyable tunnel ferroviaire sous le Gothard, inauguré en grande pompe, exploit technique sans précédent probablement, qui aurait peut-être tendance à nous faire croire que creuser des tunnels constitue par excellence le génie helvétique. Pas sûr pour nous projeter sur des horizons un peu moins souterrains. Coup de projecteur ce matin sur des équipés bien moins éloignés de nos vies quotidiennes qu'on pourrait l'imaginer. Ce sont les applications terrestres de la recherche spatiale. Bonjour Søren Erkman. Bonjour. Professeur d'écologie industrielle à l'Université de Lausanne. On parle du spatial et de ses applications puisque se tient à Lausanne aujourd'hui et demain le premier forum de l'Agence spatiale européenne sur les interactions justement entre les entreprises du spatial et celles du non spatial. C'est très concret, on va donner des exemples dans un instant. Le Gothard, moi j'ai commencé par ça parce que c'est ce qui a mobilisé une grande partie de la Suisse il y a quelques semaines. C'est votre tasse de thé, tiens, ça, ce qui s'est passé il y a une semaine, le Gothard, cette inauguration. Ça oui, vous très volontiers. Oui, je pense qu'il faut pas cacher son plaisir. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Ah non, certainement pas. Mais il est évident que ça fait partie du génie suisse d'être capable non seulement de creuser un tunnel, mais de le planifier, de l'organiser, de le faire dans un budget plus ou moins respecté. Qui sont typiquement des qualités dont on a besoin pour faire des missions spatiales habitées de longue durée. Parce qu'on en débattait hier soir dans Forum. Est-ce que c'est pas du génie du passé, ça, creuser des tunnels? Ah non, je crois pas. On n'a jamais construit autant de routes qu'aujourd'hui à l'échelle planétaire. Et évidemment, on n'a jamais creusé autant de tunnels. Et du reste, on le fait d'une manière de plus en plus intelligente. Par exemple, en réutilisant systématiquement tous les déchets de roches, notamment, qu'on extrait lorsqu'on creuse des tunnels. Je dirais pas que c'est du passé, même si à un moment donné, il y a certaines infrastructures où, une fois qu'on les a faites, on n'a pas de raison d'en faire 10. Donc, on a fait un magnifique tunnel, peut-être on en fera encore un autre, mais on ne va pas en faire 20 ou 30, évidemment. Oui. Et alors, le spatial, donc, n'opposons pas l'un à l'autre, n'opposons pas le souterrain au spatial. On dit souvent, on entend souvent qu'investir dans l'espace, c'est pas ce qu'il y a le plus important. D'ailleurs, quelques présidents américains récents avaient réduit le budget de l'espace et de la NASA. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à régler sur Terre? Je ne parle pas sous Terre, mais sur Terre avant d'aller dans l'espace. Est-ce que c'est une critique qui est légitime selon vous? Non, pas tout à fait. Du reste, on aurait de la peine à imaginer le fonctionnement de l'économie moderne, même à l'échelle globale, sans l'espace, c'est-à-dire sans des satellites. Prenez l'exemple des inondations, des changements climatiques. On voit mal comment on aurait de la météo aujourd'hui, avec le degré de sophistication, la capacité de prévision qu'on atteint aujourd'hui, sans des satellites météo. Imaginez maintenant qu'on se passe des télécommunications par satellite. C'est inimaginable. Imaginez qu'on n'ait plus de GPS, par exemple. Et à nouveau, ça passe par des satellites. Donc, en réalité, c'est plus que simplement que des applications anecdotiques. L'espace, par le biais notamment de toute une série de satellites, est devenu une composante extrêmement vitale du système économique dans son ensemble. Donc, il est évident que ce n'est pas des dépenses qui sont faites en vain. Donc, ces milliards sont rentabilisés? Oui, certainement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, l'espace était d'abord une affaire de militaires, évidemment. C'est typiquement le cas du GPS. Le GPS était quelque chose de totalement strictement confidentiel au début. Puis petit à petit, c'est devenu la base d'un marché absolument phénoménal à l'échelle mondiale. Pensez à toutes les applications du GPS qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. Mais on était dans une configuration où on a d'abord un développement spatial, puis après coup, on peut avoir des applications terrestres. Maintenant, ce qui est en train de changer, et c'est le sens du premier forum du genre que l'Agence spatiale européenne voulait organiser avec nous à l'Université de Lausanne aujourd'hui et demain, c'est que les gens du spatial souhaitent associer dès le départ, c'est une forme de co-développement, des projets, des technologies, des stratégies, des approches, ce qui fait que c'est plus simplement le spatial qui a des retombées terrestres, puis on verra plus ou moins lesquelles plus tard. C'est dès le départ, on va développer ensemble des technologies, notamment des approches, pour pouvoir avoir des applications aussi bien simultanément sur Terre que dans l'espace. Oui, alors ça, c'est un changement de paradigme par rapport au GPS dont vous disiez, dont vous rappeliez que c'était d'abord un projet militaire, au fond comme Internet. D'ailleurs, le réseau Internet, à la fin des années 60, était d'abord un réseau entre militaires, puis entre chercheurs, et ensuite ça s'est transformé en un réseau grand public. Donc là, maintenant, on pense autrement. Dès le départ, on fait une sorte de co-innovation spatiale et terrestre. Alors, donnez-nous quelques exemples, professeur. Par exemple, sur quoi travaille la recherche suisse en la matière? Oui, alors, le grand enjeu qui est derrière, parce que ce dont il s'agit, une des nouvelles étapes du spatial qui est en train de se profiler, ce sont les missions habitées, donc les missions humaines habitées de longue durée. Et il faut bien comprendre que c'est très différent de toutes les missions spatiales habitées jusqu'à aujourd'hui.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, les humains, soit ils restent tout près, c'est le cas de la station spatiale, qu'on voit à l'œil nu tous les soirs au-dessus de nos têtes, donc ils sont juste à 300 km à peine. Juste, comme vous dites, oui. Et donc on peut les réapprovisionner. Oui, oui. On peut lancer des satellites cargo, des fusées cargo, oui. qui vont leur redonner de la nourriture, l'oxygène et des choses Exactement. comme ça. Ou alors, ils vont un petit peu plus loin, ils sont allés jusqu'à la Lune, mais ils restent pas longtemps. Ils reviennent après quelques jours. C'est ce qu'on a fait avec toutes les missions lunaires. Maintenant, imaginez que vous êtes en route pour Mars, et typiquement, ce sera une mission de l'ordre de 1000 jours. Étant donné le coût d'emporter quoi que ce soit dans l'espace, c'est typiquement l'équivalent d'un kilo d'or à peu près. Vous devez payer 20 000 francs environ pour chaque kilo de quoi que ce soit que vous voulez mettre en orbite terrestre et ensuite aller plus loin. On voit vite que ça serait totalement prohibitif de vouloir emporter des réserves d'eau, des réserves de nourriture, des réserves d'oxygène. Donc, il faut trouver autre chose. L'autonomie. Voilà, c'est ce qu'on appelle du système de support vie. Et c'est du système de support vie, c'est-à-dire assurer l'approvisionnement en nourriture, de l'eau potable, et puis, évidemment, de l'air qui soit régénéré, sans utiliser des réserves. Donc avant, si vous voulez, les astronautes, c'est comme s'ils allaient en pique-nique. Donc on prend son sac et puis après on revient avec ses déchets et puis on a consommé ce qu'on avait. Et ça coûte très très cher et c'est pas Voilà. ça n'a pas forcément un bon bilan écologique, si on Voilà. peut dire. Tandis que maintenant, il s'agit de prendre avec soi la capacité de régénérer l'air, de régénérer l'eau et puis de produire de la nourriture. Et donc, les ingénieurs du spatial ont commencé à regarder ça il y a déjà assez longtemps et ils ont vu, il y a une jolie leçon de modestie à prendre, c'est que finalement, on n'arrivait pas à faire mieux que ce que fait la biosphère, la vie sur Terre. Donc, en gros, ça va consister à développer des systèmes qui sont en fait des mini-écosystèmes pilotés par des bactéries principalement, associés avec des microalgues ou des plantes, parce que quand vous faites pousser des plantes, ou même simplement déjà avec des microalgues, vous faites d'une pierre trois coups, et c'est là où la biosphère a fait quelque chose qu'on n'arrive pas à faire mieux Tout pour se le crée, moment. rien ne se perd. Oui, et puis surtout, vous régénérez l'air, vous purifiez l'eau, et puis vous faites de la nourriture. Et alors là, vous qui êtes professeur d'écologie industrielle, parce qu'on ne voyait pas forcément les applications avec le spatial, là c'est directement votre thématique. Ces systèmes autonomes développés pour les astronautes, question, est-ce qu'on va pouvoir les imaginer pour les humains? Est-ce que cette écologie-là va pouvoir fonctionner pour une famille, un immeuble, un village, une ville? J'imagine que tout l'enjeu est là, non? C'est très exactement ça. C'est pour ça qu'il y a un tel intérêt des milieux du terrestre pour ce qui est en train de se mettre au point pour le spatial, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe sur Terre? On voit bien qu'on est confronté à des pressions croissantes sur l'accès aux ressources et sur les conséquences de l'utilisation des ressources. Donc il va s'agir d'être beaucoup plus décentralisé, très souvent, d'être beaucoup plus efficaces, qui sont typiquement le genre de choses que vous devez faire quand vous devez emporter des systèmes de support vie. En fait, c'est des petits, c'est des bidons, si vous voulez, c'est des réacteurs dans lesquels vous avez des bactéries qui vont dégrader les déchets de l'équipage, évidemment les excréments et tout ça, et puis à partir de ça, vont petit à petit faire pousser des plantes qui vont faire la base, qui vont constituer la base de la nourriture pour les astronautes qui seront partis au long cours. Donc, il y a un analogue, c'est en ça qu'il y a vraiment un intérêt. Vous savez qu'en science, on utilise ce qu'on appelle des modèles. Par exemple, en biologie, en médecine, un modèle animal. Mais ici, on a un modèle qui vous permet de tester qu'est-ce que c'est que d'avoir une économie durable à une échelle où on contrôle les paramètres et qui est extrêmement efficace. Alors tout ça paraît passionnant, mais si je vous dis qu'au fond, aller sur Mars en tant que tel ne sert à rien, si ce n'est... Alors par contre, pour pouvoir développer ce genre de technologie autonome pour l'être humain sur Terre, qu'est-ce que vous me répondez? Au fond, aller sur Mars pour aller sur Mars, quels en sont quel est le véritable intérêt, si ce n'est justement celui de développer cette technologie-là? Peut-être que c'est suffisant, mais enfin, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Bon, d'abord, sur la question d'aller sur Mars ou pas, évidemment, il y a tout un débat là-dessus dans les milieux du spatial. Il y a pas mal de spécialistes du spatial qui pensent qu'en fait, c'est tout aussi bien d'envoyer que des robots, que des automates. Ce qu'on a déjà fait, d'ailleurs. Parce que c'est proportionnellement beaucoup moins cher que d'envoyer des humains. Mais les humains sont ainsi faits qu'ils aiment bien aller y voir eux-mêmes. Et puis, on est un peu dans une logique où les humains, tôt ou tard, ils vont quand même aller voir un peu plus loin. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on a réalisé que même si ces missions spatiales de longue durée ne se faisaient pas, la recherche pour ces systèmes de support vie extrêmement efficaces va de toute manière se faire à cause de l'évolution des contraintes sur Terre, de l'accès aux ressources et des impacts de l'utilisation des ressources. Ce qui fait qu'à la limite, on pourrait renoncer à ces missions habitées de longue durée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais on pourrait y renoncer. Il n'empêcherait pas que, de toute manière, on est de plus en plus conduit à faire des recherches qui vont dans ce sens. Depuis quelque temps, il y a beaucoup d'intérêt dans les milieux économiques pour ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, c'est une expression qui est parlante, qui est scientifiquement pas rigoureuse, mais enfin, on voit bien ce que ça veut dire.
À un moment donné, il faut être sérieux, il faut être concret. Dire comment on va faire de l'économie circulaire? Comment on va vraiment recycler l'eau? Comment on va vraiment recycler telle ou telle ressource, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, etc. Eh bien, il vous faudra un modèle expérimental. Et précisément, c'est le genre de modèle expérimental qu'on a avec ces systèmes de support vie qu'on développe à l'origine pour les missions spatiales de longue durée. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ça aura tout autant d'utilité, si ce n'est plus, pour les applications terrestres. Alors, ce système de support vie appliqué à la Terre, est-ce qu'on en voit déjà les premiers effets concrètement, Søren Erkman? Est-ce que ça existe déjà quelque part? Oui. Alors, le projet qui consiste à développer ce système de support vie à l'Agence spatiale européenne, et je précise que l'Agence spatiale européenne, les Européens, sont très très nettement en avance sur ce domaine. Pour une fois, c'est absolument clair et indiscutable. Et sur donc, les Américains. Oui, très clairement. Notamment parce que les Américains ne sont pas très à l'aise avec les systèmes biologiques, avec des bactéries qui prolifèrent un peu de tous les côtés. Ils préfèrent des bons vieux systèmes mécaniques, physico-chimiques. Il y a un peu un biais culturel là, si vous voulez. Donc les Européens ont commencé il y a maintenant plus de 25 ans. Et entre-temps, il y a déjà plusieurs applications même à grande échelle. Par exemple, prenez les stations d'épuration des eaux. Il y a des dizaines de villes dans le monde qui utilisent une technologie développée précisément dans le cadre du système de support vie pour les missions habitées de longue durée, qui permettent à des bactéries qu'on appelle nitrifiantes de rendre l'azote ensuite, de traiter l'azote qui est dans les eaux usées. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est appliqué. Et il y a une grande quantité d'eau usée qui est déjà traitée grâce à cette retombée faite là-dessus. Et tout ça nous vient aussi du spatial, c'est fou d'imaginer ça. Oui, directement du spatial. Un autre exemple, alors cette fois-ci dans le domaine médical, en étudiant de près une bactérie qui s'appelle Rhodopsilum rubrum. Je ne suis pas sûr qu'on va retenir le nom, mais enfin, vous nous expliquez la méthode. Oui. Et ils se sont aperçus que lorsque cette bactérie permettait d'abaisser de manière considérable le mauvais cholestérol. Et donc, ils sont dans la phase d'essai clinique, et ils vont bientôt commercialiser ce médicament qui aura manifestement beaucoup de succès pour lutter contre le mauvais cholestérol. Et ça, c'était une découverte un peu par hasard, parce qu'ils ont un compartiment bactérien qui traite certains des éléments chimiques dans ces boucles de recyclage des éléments, ces boucles quasiment fermées. Et du coup, on s'est aperçu que ces bactéries permettaient aussi de faire ça. On est dans l'écologie industrielle appliquée. Combien d'entreprises en Suisse ou en Suisse romande travaillent directement dans ce secteur? Parce qu'il faut bien ramener les choses au niveau économique. C'est ça qui intéresse d'abord les gens. Parce qu'il faut aussi convaincre les entreprises de réduire leur impact sur l'environnement. Combien d'entreprises sont concernées par ce secteur? Parce que vous êtes en train de nous expliquer là précisément en Suisse et en Suisse romande. Alors, en théorie, maintenant, je dirais aujourd'hui toutes, quasiment. Concernées, oui, voilà. Mais actives, pas. Alors, actives, beaucoup moins. Alors, vous savez que la Suisse est un des membres fondateurs de l'Agence spatiale européenne, oui, qui n'est pas un organe de l'Union européenne. Et donc, la Suisse est vraiment membre de plein droit. C'est un projet européen, mais ce n'est pas un projet de l'Union européenne. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. Et la Suisse est très active depuis longtemps dans l'Agence spatiale européenne. Mais est-ce qu'elle draine la Suisse? Est-ce qu'elle draine les entreprises derrière elle dans ce secteur-là? Alors, pas assez. Elle pourrait le faire plus. Alors, il y a quelques entreprises bien connues qui collaborent depuis longtemps, RUAG et d'autres, qui vraiment ont des collaborations très connues depuis longtemps. Mais en fait, une des idées de ce forum, ça serait aussi d'attirer d'autres entreprises, notamment celles qui ne se sentent pas concernées par le spatial, parce qu'elle dit, mais moi, je suis dans du terrestre. Je ne sais pas, une entreprise comme Nestlé, par exemple, j'y pense, parce qu'elle est dans l'agroalimentaire, donc c'est très important. Est-ce qu'elle est dedans? Ah oui, bien sûr. Oui. Très excellent exemple. Pour les missions spatiales habitées de longue durée, on va donc devoir faire la nourriture à partir des déchets de l'équipage, ce qui pose toute une série de problèmes intéressants, à la fois nutritionnels, organoleptiques, psychologiques, etc., etc. Et ça fait longtemps que Nestlé a des collaborations avec l'Agence spatiale européenne, précisément sur comment on fait un régime alimentaire qui soit bon pour la santé, dans un milieu sous extrêmement forte contrainte. Et s'il y a bien quelque chose qui intéresse Nestlé, c'est ça, c'est comment on fait des aliments, et d'abord faire pousser les aliments sous très forte contrainte, c'est-à-dire en économisant au maximum l'eau, l'énergie et les éléments. Alors quelles autres entreprises faudrait-il attirer qui n'y sont pas forcément encore? Comment vous allez faire là? En gros, toutes les entreprises qui s'intéressent déjà au recyclage. Au recyclage de tout, mais notamment de l'eau, par exemple, l'Agence spatiale, de nouveau, a développé des membranes pour faire un traitement d'eau qui aujourd'hui est utilisé à grande échelle. Parce qu'une entreprise, il faut l'attirer aussi en lui disant qu'elle va pouvoir réaliser des économies financières et avoir un retour sur investissement dans ce domaine. Est-ce que c'est un discours qui porte ça auprès des entreprises en disant on recherche dans le spatial, mais vous allez voir, mettez-vous dans le bon wagon, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ça. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, évidemment, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Et donc,
elles sont a priori intéressées, sans forcément que ça nécessite des investissements considérables. Donc oui, bien sûr, mais il faut d'abord qu'elles fassent ce saut cognitif, ce changement, où même les entreprises du non-spatial réalisent qu'elles sont concernées par le fait que pour faire du spatial, on va devoir faire des choses qui ressemblent à des systèmes durables sur Terre.